2020, votre quart d'heure américain. 2020, eh bien c'est comme Capri, c'est fini. Après une saison électorale passionnante, le podcast de l'AFP Made in America s'achève avec un nouveau président élu, le démocrate Joe Biden. Alors pour conclure l'aventure, nous allons laisser les Américains vous parler. Nous avons rappelé les électeurs croisés sur la route de la Maison-Blanche depuis le mois de janvier. Il y a Janice et Kimberly dans le froid glacial de l'Iowa au début de la primaire démocrate, Doug le pro-Trump en Pennsylvanie, ou Trey et Trey, deux Noirs américains rencontrés à Washington lors d'une manifestation Black Lives Matter. Je suis Antoine Boyer et pour ce dernier numéro de 2020, les Américains rencontrés vous confient ce qu'ils attendent, ce qu'ils espèrent ou ce qu'ils redoutent d'une présidence Biden. They've given us a mandate for action on COVID, the economy, climate change, systemic racism. La lutte contre le coronavirus, pour la prospérité économique, contre le changement climatique et contre le racisme systémique, ce sont les 4 promesses phares du futur 46e président. Alors, à chaque électeur, un thème. Bonjour Janice Weiner. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Assez bien. Je vous avais rencontré dans l'Iowa au moment de la primaire démocrate. C'était il y a longtemps, en janvier 2020. C'était dans le monde d'avant, avant le Covid-19. Oui, c'était vraiment le monde d'avant. Il me semble que il y a 3 ans depuis qu'on s'est rencontrés la première fois. Tout à fait. Et pourtant, c'était il y a 10 mois à peu près. Oui. Et à l'époque, vous souteniez la candidate Amy Klobuchar. Je vais caucus pour Amy Klobuchar. Est-ce que vous êtes tout de même satisfaite de la victoire de Joe Biden face à Donald Trump? Oui, très. Je crois qu'il avait une coalition incroyablement grande. Maintenant, on est dans cette période un peu bizarre, 70 jours plus ou moins jusqu'au 20 janvier. On ne sait pas ce que le président Trump va faire d'ici là, mais je suis convaincue que le président élu Biden, va rassembler une équipe qui est représentative des États-Unis. Quelle est selon vous la priorité du début du mandat de Biden? Quelle est cette priorité? Il a déjà décrit. Tout d'abord, nous devons lutter contre la pandémie. Our work begins with getting COVID under control. Il est vraiment important que les gens voient ceci maintenant comme une lutte de la santé publique. Ça n'a rien à dire avec la politique. Il y avait des gens qui disaient « Oh, vous allez voir, après l'élection, tout d'un coup, la pandémie va disparaître. » Nous qui vivons ici à Iowa ou des gens partout dans le pays, la pandémie ici, c'est le pire qu'elle n'a jamais été. Nous avons les hôpitaux qui vont craquer. Il est absolument essentiel, selon moi au moins, que ce soit la priorité. Et le président élu a déjà dit ça, il a déjà formé une commission d'experts et il essaie déjà d'utiliser son plateforme, de parler de l'importance des masques, etc. C'est simplement pour sauver des vies. So please, I implore you, wear a mask. Do it for yourself. Do it for your neighbor. A mask is not a political statement, but it is a good way to start pulling the country together. Et est-ce que vous pouvez me décrire la situation dans l'Iowa au regard du coronavirus? Il est très sérieux. Rendez-vous compte que nous n'avons qu'une population de 3,2 millions. Mais nous avons chaque jour maintenant, depuis une semaine, plus que 4 000 personnes qui testent positif. Chaque jour. Nous avons plus que 1 200 dans les hôpitaux maintenant et
nous n'avons toujours pas de mandat de masque ici en Iowa. Toujours pas obligatoire, quoique des villes comme Iowa City et les arrondissements, les comtés comme Johnson ont dit que c'est obligatoire ici. Mais dans l'État, non. Ma dernière question, qu'est-ce que vous espérez pour cette présidence Biden? La santé, le Sénat. Quand Janice répond le Sénat, ça veut dire qu'elle espère une majorité démocrate à la Chambre haute. À la Chambre basse, les démocrates sont majoritaires, mais pour l'instant, au Sénat, ce sont les républicains qui mènent la danse, 50 contre 48. Les 2 sièges restants se joueront dans l'État de Géorgie en janvier lors d'un second tour. Première hypothèse, le parti de Joe Biden remporte les 2 sièges restants, 50 sénateurs partout. Or, en cas d'égalité à la Chambre haute, c'est le vice-président qui tranche et le 20 janvier, le vice-président sera une vice-présidente, Kamala Harris, avantage aux démocrates donc. Deuxième hypothèse, les démocrates ne décrochent pas 50 sièges au Sénat, les républicains gardent la main, bras de fer assuré avec Joe Biden car tout président a besoin de l'aval du Sénat pour les nominations de membres de son administration, de juges ou tout simplement pour entériner des lois. Hello. Doug Miller, we met at the end of September. On s'est rencontrés fin septembre. Vous m'aviez invité à regarder le premier débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden avec vous. Joe Biden. I think Trump's doing very well. I think Joe Biden is having a difficult time making an argument, making his case, and the president's just touting his record, so he's off to a good start. How are you doing? Je vais bien, très bien, parce que rien n'est encore fait. Et de mon point de vue, Donald Trump est le vainqueur légitime. Il sera le vainqueur légitime quand tout cela sera réglé. Donald Trump is the legitimate winner. He will be the legitimate winner when this is all done. Les médias fake news peuvent continuer à déclarer Joe Biden vainqueur. Au bout du compte, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas eux qui tranchent. Ce qui tranche, c'est un processus légal par lequel le peuple vote légalement. Et chaque vote légal est compté. À ce moment-là, on détermine et on déclare qui est le vainqueur. Et je crois qu'une fois que chaque vote légal sera compté, Donald Trump sera réélu. Donald Trump is going to be reelected. J'ai ensuite demandé à Doug Miller d'imaginer que Donald Trump avait perdu l'élection, que la victoire de Joe Biden était certifiée par les autorités américaines. I want to talk about the economy. Je voudrais qu'on parle d'économie. Vous savez, beaucoup de gens disent voter pour Trump pour l'économie. Avant le Covid, sur ce plan-là, ça allait plutôt bien, au moins sur le papier. On the numbers, the unemployment rate. Ça allait même très bien, on battait record sur record. Et même maintenant, après le Covid, ça va déjà mieux. Mais avant ça, on avait la meilleure économie du monde. On battait des records en termes d'emploi, en termes de PIB et dans plein d'autres domaines. C'était vraiment des chiffres exceptionnels. Et ce qui est triste, c'est que le Covid frappe à ce moment-là. Et on lui dit qu'il faut tout arrêter. Et alors on l'a fait. Enfin, il a fait ce qu'il fallait faire. Et maintenant, on voit déjà que l'économie va mieux. Le problème, c'est que si Joe Biden devient président, ça va s'effondrer. Et on va avoir la pire économie qu'on ait jamais eue. Tout va s'écrouler. Donc vous ne faites pas confiance à Joe Biden pour remettre l'économie sur pied? On the economy. Non, pas du tout. Je ne ferai pas confiance à Joe Biden pour changer ma roue. Alors pour l'économie, non, franchement, je n'ai aucune confiance en lui pour quoi que ce soit. Mais alors pourquoi faites-vous tellement plus confiance à Donald Trump en matière d'économie? Parce que Donald Trump est malin, c'est un businessman. Mais surtout, il obtient des résultats, il accomplit des choses. Il a tenu chacune des promesses qu'il nous a faites il y a 4 ans. Et ils ne sont pas habitués à cela, ils ne savent pas comment le gérer. C'est pour ça qu'ils le détestent autant. Il ne fait pas partie de l'establishment, il ne fait pas partie de leur petit club, et il en a froissé beaucoup. Mais c'est aussi pour cela que tant de gens l'apprécient. 72 millions de personnes et plus aiment cet homme. Je l'aime. On l'aime tous parce qu'il accomplit des choses. Malheureusement, avec une administration Biden-Harris, comme j'ai dit, ce pays va s'écrouler. C'est triste.
72 millions d'Américains ont voté pour Donald Trump selon les derniers décomptes encore provisoires. C'est en effet un record pour un président sortant, mais Joe Biden, lui, a battu un autre record. Il a obtenu plus de 77 millions de voix, soit 5 millions de plus que le républicain et bien plus que n'importe quel président avant lui. Hi, Kimberly Davis. Hi, Antoine, how are you? Good. We met, Nous nous sommes rencontrés en Iowa, c'était un jour glacial de janvier. How do you like Iowa? I love it. Yeah? Des habitants pro-Bernie m'invitent à prendre un café. Yes. Oui, c'était une super soirée. Que pensez-vous de l'élection de Joe Biden? I feel like this is a pretty disappointing election. Cette élection est plutôt décevante dans l'ensemble. Je ne suis pas en accord avec ses idées. Je n'aime pas le fait qu'il récolte beaucoup d'argent des groupes politiques d'influence, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie du crédit, des banques. Donc je ne suis pas très enthousiaste. Mais par contre, je suis vraiment contente de voir partir le président Trump. Super ecstatic about it, but I am certainly happy to have President Trump on the way out. Vous appartenez aux démocrates socialistes d'Amérique, c'est un mouvement à la gauche du Parti démocrate. C'est ça. Votre mouvement n'a pas soutenu Joe Biden. Non, en tout cas pas à ce que je sache. Parlons du changement climatique. Joe Biden parle beaucoup de la lutte contre le changement climatique. And the battle to save our planet by getting climate under control. Que pensez-vous de son programme sur le changement climatique? Je pense que la dernière fois que je me suis renseignée sur son programme sur ce thème, il voulait réduire nos émissions de carbone d'ici 2050. Mais nous n'avons pas tout ce temps devant nous. Il parle beaucoup du changement climatique, mais il n'est pas en faveur du Green New Deal. Il n'a pas mis en avant de programme efficace et détaillé au sujet des énergies fossiles ni des émissions de carbone. Et il n'a pas l'intention de mettre un terme à la fracturation hydraulique. Ça, il l'a martelé à plusieurs reprises. Donc personnellement, j'ai l'impression que lui et son entourage ne voient pas l'urgence, la crise. Je pense effectivement qu'il prendra des mesures timides. Mais moi, j'estime qu'il faut opérer un changement radical. Donc vous pensez que ce n'est pas une priorité pour lui maintenant, même s'il en parle beaucoup? Oui, il en parle beaucoup. Et je pense qu'il réintroduira les États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, ce qui est une très bonne chose. J'espère que les dirigeants d'autres pays le pousseront à endosser un rôle de leader important sur ces questions. Mais je ne sais pas si... Enfin, je pense que oui, c'est vraiment un très bon politicien et tout le monde attend de lui qu'il prenne le changement climatique au sérieux. Donc voilà, en parlant autant, il fait simplement de la politique. Mais je ne vois personne dans son entourage ou qui pourrait faire partie de son administration qui me donne espoir qu'il prenne vraiment les choses en main. Donc je vais devoir attendre qu'il agisse avant de croire à ses discours. Le Green New Deal, c'est un grand plan économique de transition écologique proposé par l'aile gauche du parti, la jeune représentante de New York Alexandria Ocasio-Cortez en tête. La gauche du Parti démocrate a poussé Joe Biden à adopter un programme présenté comme ambitieux sur le plan écologique, mais elle n'a pas réussi à lui faire accepter ce Green New Deal. Joe Biden a assuré pendant un débat ne pas soutenir le Green New Deal. No, I don't support the Green New Deal. C'était assez osé. Sur le coup, j'ai pensé à tous les électeurs qui devaient être en train de l'écouter, qui, comme moi, attendent de vraies décisions politiques pour nous sortir de cette situation. It's November. And it was just 75 degrees outside in Iowa. Enfin voilà, on est en novembre et il fait 24 degrés dans l'Iowa. C'est tout à fait inédit, c'est vraiment étrange. On vient de subir une tempête dévastatrice qui s'apparente à un gros ouragan terrestre qui a entièrement détruit et ravagé nos villes. On a aussi eu des inondations terribles, puis une sécheresse. Joe Biden devrait soutenir le Green New Deal et mobiliser les jeunes Américains pour l'aider à mettre en œuvre ce changement et rallier les politiciens à sa cause. Trey, hello, how are you? Doing good, man. Doing good.
La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en juin à Washington, près de la Maison-Blanche, lors des manifestations à la suite de la mort de George Floyd. Yep. What's up? It's Trey and Trey. Je vous avais demandé ce que c'était qu'être noir aux États-Unis en 2020. I've been sitting outside my sister's apartment and Il m'est arrivé d'être assis devant l'immeuble où habite ma sœur et des policiers m'ont interpellé disant que je regardais dans les voitures. J'ai été victime de discrimination au faciès. Quand je conduis, j'ai peur. J'ai peur lorsque je vois des policiers. Trey, avez-vous tous les deux voté pour Joe Biden? Yes. Yeah. Easily, clear. Right. Joe Biden, souvent quand il parle de son programme, il dit qu'il veut parvenir à la justice raciale et mettre fin au racisme systémique. The battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country. Pensez-vous qu'il croit ce qu'il dit? I'll say this. Yeah, you start that one off. He does believe what he's saying, but does he believe he can get it done? Il croit ce qu'il dit, oui. Mais croit-il qu'il peut y arriver? Il ne peut pas y arriver. L'État a 3 pouvoirs séparés. Ce n'est pas parce que le président dit « je veux faire ça » qu'il le peut. Il y a le Congrès, la Cour suprême. Mais le fait que Joe Biden ait le courage, la possibilité de prononcer ces mots sur scène et dire « je vais faire ci, je vais faire ça », ça c'est une bonne nouvelle. Mais va-t-il réussir? Non. Quelles mesures concrètes en termes de justice raciale attendez-vous de Joe Biden? Si dans 4 ans, il y a moins de Noirs non armés tués par la police, au moins on pourra dire que quelque chose s'est amélioré. Être noir en Amérique, c'est bien plus que « est-ce que tu as été tué par la police ?» Ce n'est pas la seule manière de mesurer le racisme et les problèmes systémiques qu'il y a dans ce pays. Si c'était le cas, on n'aurait pas de raison de se plaindre. Vous verriez moins de gens descendre dans la rue. La plupart d'entre nous sommes vivants. La plupart d'entre nous n'avons pas été tués par des policiers. C'est un problème énorme. C'est le problème le plus évident car ce sont des vies perdues. Mais en réalité, pour la plupart des Africains qui vivent en Amérique, ou des Afro-Américains, comme vous voudrez, la question, ce sont les problèmes quotidiens auxquels on doit faire face. C'est marcher dans la rue et les gens qui changent de trottoir. Ce sont des choses dont on parlait il y a 50, 60 ans qui sont toujours d'actualité. Comme passer près de la voiture de quelqu'un et le voir fermer sa porte à clé. C'est aller au supermarché et quelqu'un vous suit en permanence. La plupart des Américains qui ne sont pas noirs n'en font pas l'expérience. Ce sont des expériences qui sont inconnues pour beaucoup de gens. Mais pour les Afro-Américains, ce sont des choses tellement normales qu'on s'y attend. Quand je suis contrôlé par un policier, je le sais déjà. Et l'air le plus calme possible, regarde tout droit, ne bouge pas. Je sais comment interagir avec la police car c'est mon expérience. Il s'agit de régler ces choses-là. Car tant que ce ne sera pas réglé, on ne se sentira pas comme les autres Américains. Parce que nos expériences sont différentes de celles des autres Américains. Joe Biden ne pourra pas changer ça en 4 ans? En 4 ans. On est dedans depuis au moins 300 ans, et même plus longtemps. Donc si vous me dites qu'en 4 ans on va tout corriger, non. Non, ça ne va pas arriver en 4 ans, mais il s'agit d'amélioration. Du progrès, c'est mieux que rien. Que pensez-vous de Kamala Harris, première femme noire à la Maison-Blanche comme vice-présidente, au moins au niveau du symbole? Je pense que Kamala Harris est vraiment une personnalité qui va inspirer beaucoup de gens pour aller plus loin, plus haut. Elle a brisé le plafond de verre qui existait depuis 45 présidents, donc c'est une belle réussite pour elle. C'est super de voir une personne de couleur occuper un poste si important, donc il ne faut pas minimiser ça. On avait déjà eu une opportunité d'élire une femme présidente et malheureusement Donald Trump a gagné cette fois-là. Donc pour revenir aux bonnes nouvelles, c'est super de voir Kamala Harris arriver au pouvoir, c'est super pour le pays. Suis-je d'accord avec tout ce qu'elle a fait par le passé? Absolument pas. Mais honnêtement, c'est mieux que d'avoir Mike Pence.
Donc c'est un pas dans la bonne direction. J'espère juste que ces 4 prochaines années seront à la hauteur de nos espérances. J'espère que dans 4 ans, on pourra regarder en arrière, repenser à notre conversation et dire « Wow, on avait même sous-estimé le changement qui allait arriver. » J'espère que ça ira même au-delà de ce qu'on attend. Je pense que le pays doit procéder à une introspection et sous Joe Biden, on pourra au moins avoir ces discussions, contrairement à l'ère Trump. C'est déjà pas mal d'avoir un président qui dénonce la suprématie blanche et dit « Ok, parlons du racisme en Amérique ». C'est très différent d'un président qui refuse de parler de suprématie blanche, tout en disant qu'il est le président à avoir fait le plus pour la communauté afro-américaine depuis Abraham Lincoln. At Last, c'est le nom du morceau de Trey, Trayvon Stamps de son vrai nom, sur lequel s'achève 2020. Merci à lui et à son compère Trey pour leurs mots forts. Merci aussi aux 3 autres électeurs qui ont pris le temps de nous parler, parfois même en français, et à tous ceux rencontrés sur la route. Let's go. Je tiens à vous le dire, c'était génial de pouvoir me focaliser sur un thème américain par semaine pendant plus de 15 minutes. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. La chanson de Trey me donne le temps de tirer mon chapeau à tous ceux qui m'ont permis de réaliser 38 épisodes plus 2 hors-série en quasiment 10 mois. D'abord Lucie Aubourg qui m'a accompagné depuis le début de cette aventure. Lucie, merci pour tout. Merci aussi à Jérôme Cartillier pour ses idées et ses interventions régulières dans le podcast de l'AFP Made in America. Brigitte Dussault, Hervé Rouache, Sébastien Blanc et Phil Chetwin, merci, votre soutien a été indispensable. Merci aux collègues de l'AFP qui ont participé au podcast, Élodie Cusin, Yvan Couronne, Charlotte Plantive, Sébastien Smith, Francesco Fontemaggi, Éléonore Sens, Sébastien Duval, Diane Dezobo, Catherine Triomphe, Sébastien Vuania, Julie Jameau, Julia Benarous, Leila Macor, Sean Tundon, Suzanne Stummy, Patrick Barr et Daniel Slim à la technique. Salutations chaleureuses aux voix françaises, les traducteurs en or de ce podcast, Léo Mourin, Éric Barada, Daxia Rojas, Camille Candessu, Inès Belaïba, Julie Chabanas, Olivier Calas, Laurence de Surmain, Gilles Claren, Valentin Graff, Bastien Inzorad et Agnès Boone. Petite pensée pour mes colocataires et mes amis Emmanuel, Alice, Gaspard et Yves qui pendant le confinement et même après ont fourni conseils et traductions. Merci à Elena Kenkyo pour la composition musicale et surtout un immense merci à mon autre colocataire Antoine qui reçoit la Palme d'Or du traducteur. Merci aussi aux équipes à Paris qui ont tweeté chaque semaine le podcast et l'ont mis en ligne sur YouTube. Il reste encore quelques secondes de ce morceau. J'en profite pour te remercier infiniment Laurent Nicolas, toi qui as cru en ce projet et l'as soutenu depuis le tout début. Remerciements chaleureux aussi à toi Colline Salois pour tous tes conseils, à Perrine Salessi et Lucas Schwab-Thaler pour votre aide précieuse et à Michaela Cancela-Kiefer pour tes conseils et ton écoute. Enfin, last but not least, comme on dit ici, merci à mes compères Laura Hakoun et Salima Belhadj qui n'ont jamais failli à leur mission, me soutenir, me conseiller, me relire, m'écouter, m'écrire et même co-présenter des épisodes. Merci les filles, c'était une belle aventure. Chers auditeurs, prenez soin de vous, à bientôt j'espère, américanement vôtre.